Bonjour à tous, merci donc d'être présents pour cette dernière conférence de la journée où on va aborder un sujet très vaste, mais plutôt sous l'angle de solutions techniques à travers différents éditeurs de solutions qui vont venir partager avec vous, déjà présenter ce qu'ils font, les outils, les logiciels qu'ils mettent en œuvre, et puis toute la mécanique numérique qui la sous-tend qui les sous-tend. Et ensuite, on aura l'occasion d'aborder aussi l'IA générative sous l'angle des évolutions qu'elle peut générer, et en particulier, et ça c'était vraiment l'angle qu'on voulait prendre, sur l'édition audiovisuelle, puisque sur tout ce qui est lié, on va dire, à la post-production, et puis au-delà de ça, à la transformation des médias jusqu'à leur diffusion, c'est sans doute là où aujourd'hui il y a le plus de transformations liées à l'IA générative. Donc, pour ce panel, j'ai réuni plusieurs entreprises. Moments Lab, Julien Mabilo, qui est, comme on s'est mis dans l'ordre à peu près des photos, donc il n'y aurait pas trop de problèmes. Donc, qui est Chief Customer Officer au sein de Moments Lab, qui a été une startup et aujourd'hui qui est quand même une société qui a quelques années d'existence et qui a évolué jusqu'à aujourd'hui utiliser des outils liés à l'IA. On aura l'occasion d'y revenir. Je finis donc la présentation, et donc juste à côté de vous, Alvaro Lamarche Toloza, qui est CEO et fondateur de la société Mago Studio, et donc qui est vraiment une start-up là pour le coup, qui est toute récente. Son produit est en train d'être finalisé. On aura la primeur justement de le voir, et ça c'est tout à fait toujours très intéressant. Et puis le cofondateur de Ave, Olivier Reynaud, qui est une start-up également, mais qui a déjà maintenant développé son produit depuis quelques années et qui aujourd'hui le commercialise. Et on verra d'ailleurs à quel marché ça s'adresse, notamment votre outil qui permet tout un tas de fonctionnalités qui permettent d'adresser différentes plateformes numériques, notamment en matière d'édition audiovisuelle. On va commencer dans l'ordre finalement, en tout cas pour le premier intervenant, Moments Lab. Ça me paraissait intéressant de commencer par vous parce que vous êtes un peu le plus ancien pour le coup en termes d'entreprise, qui a utilisé la data de manière massive dans un premier temps à travers les métadonnées, notamment des diffuseurs télé. Et aujourd'hui, vous avez un outil qui permet vraiment de rééditer en quelque sorte les vidéos, et notamment tout ce qui est news et magazines, entre autres. C'est ça, on va aider nos utilisateurs à exploiter au mieux leurs archives, ce qu'ils ont déjà tourné. Et ainsi de suite. Pour me présenter très rapidement, j'accompagne les utilisateurs de Moments Lab depuis 7 ans maintenant. Pour la petite histoire, je travaillais 15 ans dans la production audiovisuelle au départ, en tant que réalisateur et monteur. J'ai rejoint l'aventure il y a 7 ans, comme je venais de le préciser. C'est bon. La production audiovisuelle aujourd'hui, c'est un travail fastidieux, surtout dans certaines étapes. En discutant avec nos clients aujourd'hui, on part d'un constat. Un exemple, c'est je prends 5 minutes pour trouver le moment dont j'ai besoin pour raconter mon histoire. 5 minutes pour trouver le plan. À moyenne de 10 plans par minute, on arrive très, très rapidement à un travail qui est très fastidieux sur cette partie de la recherche. Comment l'IA générative peut-elle nous aider ? Aujourd'hui, il y a diverses applications qui sont faites. Ça va être de la création basique d'images, ça peut être un traitement, ça peut être une aide à la publication, à la préparation de ces médias. Nous, l'axe qu'on a pris, c'est on souhaite aider nos utilisateurs à mieux exploiter leurs archives, mieux exploiter ce qu'ils ont déjà tourné, pour pouvoir en fait récupérer les pépites et les aider à raconter leurs histoires. Depuis maintenant 7 ans, on a développé nos propres algorithmes d'intelligence artificielle multimodales. Multimodales dans le sens où on va pouvoir détecter des choses dans la vidéo, dans l'audio, tout ça pour au final, avec l'accompagnement de nos utilisateurs depuis 7 ans, créer un moteur qui s'appelle MXT qui va permettre en fait de décrire une image de la manière humaine. Pour ce faire,
on va venir en fait découper les médias. Une fois qu'ils arrivent sur la plateforme, on va venir découper les médias par plan, par shot. On va venir les décrire comme le ferait un documentaliste, une valeur de plan, une personne qui apparaît à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit. Ensuite, on a ce qu'on appelle on a un séquençage un peu plus éditorial qui va permettre aux utilisateurs d'explorer leur contenu par la lecture, pour pouvoir vraiment identifier en fait les moments dont ils ont besoin pour raconter des histoires et peut-être même des nouveaux axes éditoriaux. On a également ce qu'on appelle les soundbites. Les soundbites, c'est les citations les plus percutantes dans un média. On va venir en fait analyser l'intégralité de ce qui est dit dans le média pour en retirer toutes les citations qui résument le mieux en fait le propos et qui vont apporter une émotion à son utilisation pour pouvoir raconter encore une fois de nouvelles histoires. Juste une précision peut-être. Qu'est-ce que vous utilisez comme source du coup? C'est l'audio de la séquence, enfin des séquences? C'est l'audio du média. Ouais. Du média, oui, ça va être l'audio du média qu'on va venir analyser. Aujourd'hui, on a la capacité de savoir qui dit quoi dans une image. Si c'est un plateau télé avec plusieurs intervenants, on va pouvoir raconter un peu plus, pour aller un peu plus dans la partie technique, on va pouvoir en fait analyser qui est en train de parler à l'image. Tout simplement, en analysant en fait les mouvements des lèvres, on va pouvoir assigner. Je vais revenir en arrière si c'est possible. Là, on peut voir par exemple que c'est Gordon Ramsay, parce que ça, c'est quelque chose que l'IA a pu détecter. On a détecté que Gordon Ramsay était présent dans le média. On a ce qu'on appelle la bounding box et on va pouvoir en fait analyser les lèvres, qui a les lèvres qui bougent dans le média, pour assigner cette citation à Gordon Ramsay. Moments Lab, c'est un media hub qu'on met à disposition de nos utilisateurs pour y apporter leur contenu. Vous uploadez les contenus, nous on s'occupe de la partie indexation et la première étape, ça a été le développement d'un moteur de recherche le plus naturel possible pour que l'exploration dans les contenus de l'utilisateur, pour que l'utilisateur puisse facilement accéder à ces contenus et qu'il puisse utiliser ces termes pour pouvoir rechercher. Et voilà. Pardon. Pourquoi naviguer dans ces contenus? On va pouvoir en retirer les moments les plus pertinents pour l'utilisateur pour réaliser son montage. Ça peut être identifier dans une émission de cuisine une recette. Tout ça, encore une fois, c'est l'IA automatiquement qui génère ces descriptions, qui va pouvoir faire un résumé du média. Et tout ça dans les champs d'application, il y a effectivement la possibilité d'identifier directement. Donc ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être une danse. Je veux retrouver dans une vieille émission de Danse avec les stars une danse précise, retrouver toutes les interventions d'une personne. Mais on va aussi être en capacité en fait maintenant à générer des angles éditoriaux. Pouvoir proposer, dire dans ce média, ça pourrait marcher pour les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on applique et c'est des nouveaux moyens pour nous d'aider nos clients dans l'exploitation de leur contenu. Et récemment, toujours dans l'idée d'accélérer cette production de contenu et d'aider nos utilisateurs, pour ceux qui ont la chance d'être sur Première, on a une expérience complètement intégrée à Première où vous allez pouvoir justement exploiter ces moments. Vraiment avoir une recherche du moment, pas redescendre l'intégralité de ces médias, mais vraiment pouvoir récupérer les moments intéressants pour vous, pour votre montage. Au final, Moments Lab va aider les créateurs de contenu à se concentrer sur l'essentiel, réduire les tâches répétitives dans le montage et se concentrer sur l'essentiel. Très bien. Donc, laisser plus de place à l'essentiel. On peut juste revoir sur les étapes, parce que c'est peut-être important de, comment dirais-je, expliquer un peu à quel moment vous situez donc les tâches qui ne sont pas essentielles. Donc là, sur l'indexation, l'ingest notamment. Je vais revenir au début. Voilà. Mais Moments Lab, on va se focuser principalement sur la partie indexation des rushs du contenu. Ce qu'on aime à dire, c'est qu'on veut accélérer le passage à l'ours. Pouvoir générer son ours plus rapidement et
accélérer le temps du passage de l'ours à la timeline. Donc on va intervenir principalement sur l'indexation et le dérush des contenus, sur la partie pré-montage. L'idée, c'est que notre champ de recherche et notre navigation a été conçu comme une discussion en fait avec ces contenus. D'où la précision sur le champ de recherche qui est un champ de recherche naturel, dans un langage naturel. C'était quelque chose de très important pour nous, pour pouvoir rendre la recherche de contenu et la discovery des contenus, pardon, je faisais beaucoup de mots anglais dans découverte d'une manière générale, la découverte dans la découverte de leur contenu de manière la plus accessible possible, dans leurs mots à eux. Ouais. Et vous avez différentes typologies de clients, vous êtes assez proche du coup de vos clients à votre poste. Quels sont les cas d'usage les plus marquants dans ce registre justement de découvrabilité? Alors aujourd'hui, MXT, on a beaucoup de cas d'usage, comme je le précisais, sur scinder un contenu, dans la manière dont l'utilisateur souhaite le récupérer. Éditorialement, dans la manière qui a le plus de sens pour l'utilisateur. Comme je disais, on travaille sur des cas où on va venir découper des émissions de divertissement, Ninja Warrior, découper tous les passages d'un candidat pour pouvoir les retrouver rapidement. En news, on va pouvoir découper un journal télé par story, pouvoir chapitrer en fait automatiquement ce média pour pouvoir récupérer les différentes stories du contenu. Améliorer sa discoverabilité et améliorer sa discoverabilité. Très bien. On va peut-être du coup passer à l'autre présentation, hein. Ça fait une bonne transition avec l'autre présentation de Ave, donc qui est un outil qui utilise aussi, qui est multimodal, hein, si je ne m'abuse, donc qui utilise différentes sources de data et différents modèles d'IA pour pouvoir filtrer, organiser et réorganiser les contenus et les rééditer. Mais en revanche, vous avez des partis pris, notamment sur les marchés que vous adressez qui sont différents et sans doute aussi sur les technologies. Mais je vais vous laisser la parole pour l'expliquer. Merci. Sur le marché, mais également sur notre positionnement, à quel moment on intervient dans la production. Donc là, nous, on intervient dans l'étape d'après, c'est-à-dire la post-production vidéo. C'est-à-dire que nous, on a créé une technologie, un copilote créatif IA qui permet d'automatiser toute la partie versionning, post-production, déclinaison d'un contenu qui a été créé, un master par exemple, et en faire toutes les déclinaisons pour les réseaux sociaux par exemple, pour les plateformes, pour toutes les expériences, sur la diversité créative. Donc nous, on automatise cette partie jusqu'à ce que le fichier soit prêt à être diffusé. Et le tout avec une intelligence artificielle relativement pointue. Donc nous, au niveau de la technologie, voilà. Vous l'avez compris, alors en effet, on vit dans un monde de vidéo, ça explose, mais en fait, il y a de plus en plus d'attentes. Pourquoi ? Si je prends deux exemples, chez les marques, par exemple, les marques, les agences. Aujourd'hui, lorsqu'une publicité est faite, un film magnifique d'1 minute en format paysage, on ne peut pas diffuser cette même vidéo pour toutes les plateformes, toutes les expériences. Il faut l'adapter, on fait une version 15 secondes pour TikTok, format vertical, un certain montage avec des sous-titres. Ça, c'est la post-production. Et la réalité, c'est qu'il n'y a plus besoin de 2-3 formats. Il y en a besoin de plusieurs dizaines, voire pour des campagnes mondiales, plusieurs centaines de formats. Cette post-production vidéo, ça prend des semaines, voire des mois. C'est un travail très répétitif. C'est ce problème qu'on résout. Et également, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les contenus longs, si on prend par exemple un Koh-Lanta, il y a 10 ans, l'audience sur un TF1 par exemple, c'était autour de 10 millions de personnes. Super. Aujourd'hui, l'audience, elle est sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, 80% du contenu est en vidéo. Donc l'audience, elle est maintenant majoritairement en ligne, sauf qu'il faut adapter le contenu. On ne peut pas mettre un Koh-Lanta en l'état sur X, Instagram ou Facebook. Il faut en faire des déclinaisons. Et là, on est sur le même problème. Contenu court, contenu long, même problème. Donc en effet, l'humain ne peut pas se démultiplier car il y a tellement de besoins, tellement d'expériences et il y en aura de plus en plus. Il y a aujourd'hui plus de 40 réseaux sociaux qui chacun ont leur format, mobile, non mobile. Et également, il y a des audiences, il faut faire des montages différents. Donc en fait, c'est un travail sans fin qui devient plus très intéressant pour le créatif de faire toutes ces déclinaisons. Donc c'est le moment d'être assisté par une IA. Car ce problème qu'on a identifié, il est vraiment massif sur une industrie vraiment vieillissante. C'est-à-dire qu'on utilise des logiciels comme Adobe et
et Avid qui sont excellents pour produire, excellents aussi pour la déclinaison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 2 déclinaisons qu'il y a besoin de faire, c'est 50 à 200. Et là, il y a besoin d'aller plus loin. Donc nous, c'est les problèmes qu'on a ciblés, cette complexité, ce temps que ça prend, et le coût également, parce que pour faire toutes ces déclinaisons, ça prend beaucoup de temps. Et donc de notre côté, notre technologie, avec une approche en effet multimodale, fait qu'on charge une vidéo dans la plateforme, et notre IA génère toutes les déclinaisons. Format, résumé, montage, déclinaison, sous-titres, personnalisation, et le tout à partir d'objectifs. Donc tout est lié à la data. Concrètement, d'un point de vue technologique, si on ouvre le capot, donc on a une approche multimodale, c'est-à-dire image et son. Donc on a une approche où en fait on analyse tous les éléments créatifs d'une vidéo. Donc on a créé une IA pour chaque élément créatif. Et donc en fait, quand par exemple on voit un objet, on a créé une IA pour détecter les objets. Les humains, une IA pour différencier si c'est un objet ou un humain. Et après une autre IA pour identifier, traquer la personne, détecter les émotions, les meilleurs moments à l'image, parce qu'il y a des films muets, mais c'est important de détecter les meilleurs moments, également dans les dialogues, etc., etc. Donc on a une approche où on mixe l'IA analytique, donc on est sur cette transformation de contenu en data, et on mixe avec l'approche Generative AI pour générer en termes de format, résumé vidéo, audio, éditorial, mais nos acteurs, c'est le B2B, ce n'est pas une solution pour les créateurs de contenu. Les grandes entreprises sont extrêmement exigeantes, il faut des résultats qui soient déterministes, donc non hallucinatoires, entièrement éditables et sécurisés également. Donc c'est toutes les cases que nous cochons avec Ave et notre solution. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Notre approche, elle est unique. On transforme le contenu en data. Par exemple, alors là, je vous montre avec un contenu court. J'ai par exemple une marque de cosmétiques. J'ai une publicité, environ 30 secondes, je la charge. Et là, donc, la vidéo, elle va être transformée en data. Et là, donc, notre technologie MGT, pour Multimodal Generative Technology, va détecter tous les éléments dans la vidéo. Les personnes, les émotions, les meilleurs moments, les dialogues, les objets, etc., etc. L'opération, elle est real-time, c'est-à-dire que la vidéo de 1 minute, elle est analysée en 1 minute. Et une fois que c'est fait, je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que je peux faire ? Cette vidéo, on voit ici, déjà, je peux voir si elle est adaptée pour un réseau social. Là, en l'état, cette vidéo de 30 secondes, pour Facebook vidéo, elle n'est pas adaptée. Et j'ai toute la data qui m'explique pourquoi. Ratio, format, manque de gros plans, manque de dialogue, etc. etc. Alors, qu'est-ce que je fais ? Maintenant que j'ai cette information, le copilote créatif me propose de choisir mon format, un Instagram. Là, j'ai un prompt créatif avec tous les choix des règles. Je peux les éditer, en rajouter, jouer avec les règles de manière extrêmement simple et ludique. Je clique sur générer. Ma vidéo est générée en 1 seconde pour Instagram, avec le bon format, avec le recadrage intelligent à chaque plan, avec la réadaptation de l'audio en temps réel et avec le bon choix de montage pour performer pour un TikTok. Et là, donc, on peut entendre si le son est lancé en régie, donc la publicité. Donc, on a l'audio qui est réadapté également et on a une table de montage audio extrêmement simple, multipiste, où en quelques clics, vous pouvez également changer les pistes, les transitions, rajouter des effets, etc., etc. Et le score créatif, là, m'indique ma vidéo, elle performe mieux, m'indique quand même ce qui manque si j'aimerais m'approcher de 100%. Ajouter des logos, etc. Ce que je peux faire directement dans la plateforme. Donc, on est vraiment sur, en quelques clics, adapter mon format pour une expérience. Et sur les contenus longs, ça marche également très bien. Si je prends par exemple un contenu d'une demi-heure, par exemple un Koh-Lanta, ce contenu, d'autres cas d'usage. Cette vidéo, j'ai envie de prendre les meilleurs moments pour les publier sur Instagram ou Facebook. Là, au lieu de tout visionner, il me dit il y a 16 moments importants. Avec Bastien qui trouve le poignard, par exemple, les finalistes sur les poteaux. Donc nous, on comprend les meilleurs moments à l'image et dans les dialogues. Et donc, au clic, ça fait le cut parfait à l'image, le cut parfait à l'audio. J'ai ma séquence, on voit qu'il se récupère ici. À noter que là, c'est par exemple un fichier qui pèse près de 30 Go, donc c'est extrêmement rapide, c'est vraiment du real-time. J'ai ma vidéo qui est mise à bas avec le bon clipping, mais après mon montage là avec François qui cherche la balise, super, maintenant je vais en faire un contenu pour un réseau social. Et donc là, par exemple, je génère les sous-titres, ça parle en français, on va générer les sous-titres dans une autre langue, par exemple en anglais. Là, sur la démo, on est en français, mais ça marche sur plus de 30 langues, y compris les langues asiatiques. Je peux tout personnaliser,
mettre mes fonds personnalisés, etc. Donc, jusqu'à les exigences maximales en tant que marque, agence ou boîte de production. Et même, je peux personnaliser après sur Adobe Premiere Pro, car on a les connecteurs. J'ai les sous-titres qui sont générés instantanément. Ensuite, ma vidéo, je peux l'adapter en format carré, vertical, en un clic. Je clique, je dis il me faut un format par exemple carré. Je peux même faire du multiformat, carré et vertical, et instantanément, vous allez voir, à partir d'une vidéo d'une demi-heure, il va me faire les 2 clippings, je clique, c'est vraiment à cette vitesse sur notre plateforme. J'ai mes 2 formats qui sont générés avec le recadrage intelligent à chaque point. Et mon format est prêt après à être publié. Là, on voit par exemple c'est un vertical, je peux y rajouter les logos, les éléments, etc. etc. Et dernier exemple en date, j'ai un contenu également qui fait par exemple ici 7 minutes. Nous, on a la capacité de faire un résumé vidéo. Allez demander à un créatif, cette vidéo elle fait 7 minutes, j'aimerais en faire des montages différents. Plusieurs choses. Déjà, on peut faire du transcript, du montage via le transcript, mais là, on a toute la post-production audio et vidéo en même temps. C'est-à-dire, je sélectionne mes phrases et tout l'audio, vous voyez, les transitions audio sont refaites, plus le montage vidéo. Et tout est éditable en un clic. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette vidéo de 7 minutes, je vais en faire un résumé. Allez demander à un créatif, fais-moi un résumé de 4 minutes à peu près pour YouTube, il faut que ça respecte les règles. Le créatif va passer une bonne après-midi. Là, je clique, et j'ai ma V1 de la post-production de la déclinaison à partir de ma vidéo 7 minutes à une version plus courte, qui a été générée là, une version de 2 minutes, avec tout le montage audio, tout le cut image, tout est éditable bien sûr. J'ai mon format, je peux après générer sous-titres, etc., etc. Extrêmement rapide. Et également, on détecte les émotions, mais il y a plein d'autres solutions, plein d'autres features qu'on sort constamment. En bref, vous l'avez compris, dans le domaine de la déclinaison, de la post-production vidéo, aujourd'hui, à partir d'un contenu, sans Hive, il faut utiliser des logiciels comme Adobe Premiere Pro, qui sont excellents, mais il faut être un créatif chevronné. De notre côté, en quelques minutes, on a tous les contenus, aucune compétence créative, donc soit quelqu'un du marketing digital peut le faire, ou bien un créatif peut le faire, il peut aller encore plus vite et perdra moins de temps sur les tâches répétitives de déclinaison. Et c'est une plateforme collaborative all-in-one et entièrement sécurisée. Donc s'il y a des contenus ultra sensibles, notre plateforme est créée pour. Donc au final, c'est du gain de temps, du gain d'argent et une créativité augmentée. Et au final, avec tout ça, nous, ce qu'on apporte et notre vision chez Hive, c'est d'apporter une nouvelle vélocité créative. C'est-à-dire une anecdote avec un de nos clients qui est Louis Vuitton chez LVMH. Prenez un défilé de mode d'une demi-heure. Vous demandez à un créatif, j'aimerais avoir tous les gros plans avec des sacs. On fait un petit contenu Instagram et j'aimerais ça dans les 20 secondes. C'est humainement impossible. Avec Hive, je prends le défilé, je dis détecter sac en gros plan. Je clique, j'ai le résultat vertical, logo, c'est fait. Le temps que je vous l'explique, c'est déjà fait. Donc ça permet de faire des nouvelles choses. Une production, une puissance de production accrue. Quand vous avez 50 ou 500 déclinaisons à faire, au lieu que ça vous prenne 3 mois, ça vous prendra la semaine. Nos clients aujourd'hui, c'est des marques comme LVMH, L'Oréal, Stellantis, Mythic, également chez les agences comme Interpublic, Craft, Omnicom, mais également des réseaux sociaux comme Meta qui est client. Et aujourd'hui, nous discutons avec beaucoup de chaînes de télé, des boîtes de production, donc il devrait y avoir de belles surprises qui vont arriver au fil des mois. Et là, au final, pour nous, vraiment la transformation IA, elle se fait avec une technologie où vous gardez le contrôle. Car aujourd'hui, la pure génération de vidéos et d'images est excellente, mais elle n'est pas encore prête pour les professionnels. Car l'IA ne s'explique pas tout à fait. Nous, notre technologie, elle est déterministe, non hallucinatoire et explicable. Donc là, garder le contrôle pour nos clients, c'est hyper important. Et au final, une technologie qui vous fait gagner en plus du temps et économiser de l'argent, c'est le but pour tout le monde. Donc ça, c'est ce que nous faisons chez Hive. Très bien. Comme la démonstration était un petit peu longue, je vais garder des questions pour après un tour de table. Mais du coup, ça fait une bonne transition puisque vous avez parlé que l'IA générative pouvait être hallucinatoire, et que parfois on pouvait manquer de contrôle. Je pense que l'exemple, même s'il est un petit peu différent du coup de Mago Studio, est intéressant puisque vous êtes allé sur un champ où justement on voit beaucoup de choses sur le net, notamment où il peut y avoir des hallucinations assez rapidement. Enfin, il y a plein d'artefacts et pour autant, vous avez une approche justement pour limiter ces artefacts, de donner la main aux créatifs le plus tôt possible, mais tout en utilisant les avantages de l'IA.
Enfin, vous avez expliqué comment. C'est ça, exactement. Merci pour la présentation. Donc en effet, je suis le cofondateur de Mago. Mago, pour ceux qui sont un petit peu dans l'IA générative, on est spécialisé dans le vidéo to vidéo. On fait du transfert de style. C'est un projet qui est né, qui est très récent en fait, qui date de cette année. On a lancé Mago en début d'année, donc c'est tout récent. On a quelques annonces à faire, on va les faire, mais on le fera officiellement via une petite campagne. Pour ce qui est de notre projet plus généralement, on est parti en fait de toute cette vague qui est arrivée avec Disco Diffusion, puis Stable Diffusion, de tout ce qui est IA générative, c'est-à-dire créer des images, puis créer des vidéos, dans l'idée de justement prendre cette technologie et l'amener en production. En gros, ce à quoi on s'attaque aujourd'hui, c'est que pour nous, la création de contenu qu'on appelle stylisé, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas réaliste. Par exemple, on peut penser aux animés, penser à l'animation 2D. C'est très long à produire, c'est très coûteux, c'est très difficile. Par exemple, si je veux demain produire une animation 3D qui est dans le style de Van Gogh, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est beaucoup de travail au niveau du shading, beaucoup de travail au niveau des assets individuels, beaucoup de travail manuel. En animation 2D, on a énormément de travail manuel. Et donc l'idée, c'est de travailler sur cet aspect-là plus spécifiquement, c'est-à-dire au travers de la technologie de transfert de style, on peut prendre une vidéo et on peut la transformer en un tableau vivant, on peut la transformer en animé, etc. Ça, c'est la promesse. C'est la promesse qui est arrivée très tôt, qui tourne déjà pas mal depuis 2 ans environ. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que c'est une promesse qui n'est pas tout à fait réalisée, qui n'est pas tout à fait réalisable aujourd'hui, parce qu'en fait, les outils en IA vidéo sont déjà uniquement sur le cloud. Quand on parle à des professionnels, quand on travaille avec des techniciens, c'est un peu bizarre de leur demander d'aller sur des petits web apps quand on a des workstations, quand on a des capacités de création. Ce sont des outils qui sont très difficiles à gérer, c'est encore très primitif. Justement, quand on a l'habitude, par exemple, dans ce genre de salon, de travailler sur des pipelines de création qui sont efficaces, qui sont très intégrés. On a parlé notamment d'intégration avec des logiciels comme Premiere, etc. Très bizarre également de passer sur une petite web app simpliste, d'uploader, de télécharger des vidéos. Mais aussi, le plus gros problème, c'est que c'est incontrôlable. Et en fait, ces derniers temps, on a vu passer énormément de démos sur Twitter, sur LinkedIn, une petite vidéo qui fait bien, qui est intéressante, qui a l'air de vendre du rêve. Mais en fait, pour la plupart du temps, c'est vraiment des questions de chance. C'est-à-dire, on va créer une centaine de vidéos, et puis il y a une vidéo qui est intéressante, on la poste sur LinkedIn, et on a l'impression que ça y est, c'est bon, on est capable de transformer n'importe quelle idée en n'importe quoi. Alors qu'en fait, on est encore un peu dans un mécanisme de machine à sous. Donc c'est ce à quoi nous, on cherche à s'attaquer au travers un petit problème de police, au travers de Mago, qu'on appelle un moteur de rendu par IA. Donc ce qu'on cherche à développer, c'est un moteur de rendu qui est contrôlable, qui est vraiment pensé pour ces nouvelles formes de création avec de l'IA. Donc il y a quand même cet aspect très itératif. On va devoir essayer des choses, on va devoir corriger des choses. Nous, on cherche vraiment, notre grand défi, c'est de vraiment apporter ça à des créateurs, donc des professionnels, des semi-professionnels. On a vu qu'on pouvait faire justement des petites démos, etc., des choses très simples, notamment sur les réseaux sociaux. Notre pari et notre grand projet, c'est de dire, non, très bien, on va prendre ça et on va l'emmener en prod. Faire du clip, je ne sais pas si ça s'affiche encore, mais faire du clip, faire du court-métrage, faire du long-métrage, faire de la série, etc. Donc pas vraiment un public mainstream, on va aller sur un public technique. Et l'idée, c'est de pouvoir transformer, styliser des vidéos. J'ai une petite vidéo d'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible de la lancer, je peux parler en même temps. Mais grosso modo, c'est vraiment quelque chose qui est dédié, je ne sais pas si vous pouvez la lancer. Voilà, c'est pour expliciter un petit peu ce qu'on fait. Grosso modo, on prend une vidéo, on la transforme. L'idée, c'est de prendre une vidéo comme une matière première, et pour la transformer, lui donner n'importe quel style, n'importe quelle esthétique. Parfois, on compare ça à des filtres. La différence avec un filtre, c'est qu'en fait, ici, il n'y a pas de limite. En fait, on fait ce qu'on veut. On peut prendre un artiste qui fait un concept art, et à partir de ce concept art, on peut transformer une vidéo.
Et en termes d'input, on est totalement agnostique. On peut faire ça à partir de vidéo filmée, on peut faire ça à partir d'animation 3D, d'animation 2D. C'est ce que nous on aime aussi dans cette techno, c'est que c'est extrêmement créatif, c'est extrêmement libre. Oui, on est vraiment spécialisé dans cet aspect-là qui est vidéo to vidéo, transformer la vidéo. Pour nous, c'est là aussi qu'on va chercher du contrôle. C'est que c'est en transformant une vidéo qu'on va créer. On n'est pas très intéressé par l'idée de prompter de la vidéo, par l'idée de créer de la vidéo à partir d'une image. Nous, ce qu'on aime bien, c'est de dire on prend un mode de création qui est assez naturel. Par exemple, le jeu. On va jouer avec des acteurs, on filme ça et on transforme cette scène. Ou alors, on prend une scène très simple de type prévise en 3D et on va transformer cette scène et on a un contrôle vraiment précis parce qu'on a le contrôle de l'input également. Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse le plus. Grosso modo, le logiciel qu'on cherche aujourd'hui à développer, c'est vraiment un logiciel qui se veut technique. Il y a une citation que j'avais vue il n'y a pas longtemps que j'aimais bien, qui était que, grosso modo, pour nous, c'est notre philosophie, c'est que les outils qui sont faciles à utiliser ne permettent de faire que des choses qui sont faciles à faire et ne permettent de décrocher des jobs ou des projets qui ne sont que faciles à réaliser. Et en fait, il y a beaucoup d'aujourd'hui, quand on parle un peu aussi du paysage concurrentiel, il y a beaucoup de tools qui permettent de faire des choses de manière très simplement. Voilà, on va prompter par exemple une vidéo, on va uploader une vidéo, on va la transformer très facilement. Le problème étant que si tout le monde peut le faire, je ne développe pas d'expertise. Quelle est ma plus-value en tant que créatif ? L'idée, c'est plutôt d'aller approfondir des outils pour que justement, si je suis un motion designer, si je suis un monteur, si je suis un journaliste 3D, si je fais du compositing, je peux aller plus loin. Grâce à ces outils, je peux approfondir et je peux faire des projets qui sont plus complexes et qui sont plus ambitieux. Et nous, on est issu d'un projet, ça c'est intéressant de le mentionner, qui s'appelle Warp Fusion. S'il y a des gens qui s'intéressaient à l'IA à l'époque de Disco Diffusion, Stable Diffusion, vous avez peut-être entendu parler de Warp. Warp, c'était peut-être le premier projet qui a vraiment décollé dans l'aspect de vidéo to vidéo. Les exemples que vous voyez à l'écran sont très bruts, entre guillemets, mais en fait, c'était les premiers qui ont été faits dans ce style-là. C'est un projet qui a eu un beau succès, qui a beaucoup tourné, qui a été utilisé, je vais pas mentionner pour des questions légales, mais qui a été utilisé notamment sur une série Marvel, qui a été utilisé sur un clip d'un groupe de rock très connu. Mais donc Warp Fusion, c'était pour nous, c'était un peu ce genre d'outil très expérimental qui nous a permis, donc ça a été développé par mon cofondateur Alexander Spirin, qui est très expérimental, qui a permis de un peu valider l'idée de dire voilà, on peut prendre une vidéo, la transformer, c'est hyper intéressant. Mais c'était un outil de dev et puis on a vu très rapidement que quand c'était utilisé en prod, ça amène beaucoup de problèmes et que les exigences de la prod ne sont pas les mêmes exigences que des gens lambda sur LinkedIn ou sur Twitter. Et c'est là qu'on veut chercher à faire quelque chose, c'est d'amener ces nouvelles technologies avec un niveau d'exigence professionnel dans un environnement de production. Très bien. Donc aujourd'hui, vous en êtes tout du développement du produit et, quand est-ce qu'il sera commercialisé ? Donc aujourd'hui, on atteint tout juste l'alpha. On se donne encore 2 mois de développement et en janvier, on va pouvoir lancer notre bêta. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par Mago, vous pouvez aller sur le site mago.studio et vous inscrire à la bêta. Et à partir de là, on sera sur une commercialisation, mais limitée. On va onboarder des utilisateurs petit à petit. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le fait de travailler avec des design partners, des testeurs, qui nous apportent justement ce retour métier, de dire ça a de valeur, ça n'a pas de valeur, voilà ce dont j'ai besoin pour l'utiliser en production, voilà les features dont j'ai besoin pour vraiment avoir du contrôle. Ça, c'est notre priorité à l'instant parce qu'on veut vraiment faire un outil qui se démarque et qui est utilisable en production. Alors, c'est intéressant l'aspect test utilisateur parce que ça, c'est une question d'ailleurs que je vous pose à tous. Il y a un facteur d'acceptabilité quelque part avec ces nouveaux outils qui modifient quand même profondément la manière de travailler en post-production, en transformation, on pourrait dire, en stylisation et puis en réédition ou dérochage et plus. Comment vous faites avec les utilisateurs potentiels ou ceux qui pourraient tester vos outils avant leur sortie
quels sont les retours que vous intégrez, et puis surtout, quelle est la courbe d'apprentissage aussi, peut-être de ces nouveaux outils? De notre côté, Ave, c'est un outil IA, et comme tous les outils, il faut savoir s'en servir. Donc nous, quand on a en équipe un client, on appelle ça un onboarding, on a quelqu'un chez nous qui forme la personne, les équipes. Ensuite, il y a besoin de travailler ensemble sur les premiers besoins, clairement. Donc on détecte quels sont les premiers besoins dans les premiers jours, on le travaille ensemble. Donc au même titre que d'utiliser un Adobe Premiere Pro, Final Cut, c'est la même chose. Même si l'IA peut paraître magique et faire des choses en un clin d'œil, ça reste un outil. Il faut apprendre à s'en servir. Parfois, on peut avoir sinon des résultats, on se dit mais ça ne marche pas. En fait, non. C'est juste qu'il y a 2-3 réglages, en effet, car des contenus très complexes demandent parfois plusieurs ajustements avant de cliquer, d'avoir un résultat parfait. Donc nous, ça, on en a conscience. Donc on équipe, on forme, on accompagne, première chose. Et deux, en fait, il y a également une intégration dans les workflows des entreprises, dans les habitudes de travail d'une entreprise. Donc en fait, aujourd'hui, depuis près de 25 ans, voire plus, les créatifs ont l'habitude de logiciels comme Adobe, etc. Et donc changer les habitudes est quelque chose de très complexe. Donc ça prend du temps. Donc nous, c'est temps d'évangélisation d'une certaine manière, mais également de montrer la complémentarité entre des outils traditionnels, mais également des technologies d'IA qui apportent d'autres réponses dans d'autres secteurs. Et donc là, c'est vraiment il faut être ouvert d'esprit et comprendre, ok, telle solution, par exemple Ave, n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes dans la production. Non, nous, c'est la déclinaison vidéo. Donc, il y a besoin d'évangéliser, besoin d'expliquer, et une fois que tout est clair et que la personne est bien équipée, après, ça fonctionne très bien, et on clique, ça génère, on adapte, et c'est réglé. Julien, pardon, non. Juste pour rebondir sur ce que disait Olivier, ça, je suis vraiment d'accord avec ce point. L'idée, c'est pour moi, en IA, il y a eu un discours très longtemps sur le fait de simplifier les choses, de rendre les choses plus accessibles. Mais en fait, le plus intéressant, c'est de donner beaucoup plus de pouvoir et de potentiel, de rendre l'utilisateur plus puissant, de faire plus de choses. Donc, c'est pas tellement sur la simple automatisation, de dire, voilà, vous appuyez sur un bouton et tout est fait automatiquement. C'est plutôt de dire, avec le même temps de travail passé, parce qu'il faut quand même travailler, on est quand même dans un environnement professionnel, avec le même temps de travail, vous pouvez faire beaucoup plus, avec beaucoup moins de moyens, plutôt que toutes ces idées de remplacer des métiers, automatiser des choses, etc. On est vraiment sur quelque chose de plus exigeant. Et pour moi, c'est l'aspect le plus intéressant du travail avec de l'IA. Et vous, Julien, qui avez été professionnel d'ailleurs par ailleurs il y a 7 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Quand on a démarré notre première incubation, je ne vais pas la citer, on a été accueillis d'une certaine manière, mais une fois, effectivement, comme vous venez de le souligner, une fois qu'on a montré la profitabilité de l'IA, de notre outil, de ce qu'il peut faire, et que c'est au final un copilote, plus que quelqu'un qui va venir remplacer notre travail, comme je le montrais à la fin dans la dernière slide, qui va pouvoir nous laisser plus de temps, pas pour plus de pause café, mais plus de temps pour la créativité peut-être justement, et supprimer ces tâches réparbatives du quotidien, c'est vraiment nous notre objectif, en tout cas avec la solution. Et une fois que c'est présenté, je pense que c'est un peu plus accepté maintenant. Il y a 6-7 ans, quand on arrivait et qu'on disait en fait on va venir indexer vos vidéos, il y avait un côté un peu plus... l'accueil était un peu plus chaud de temps en temps. Mais voilà. Il y avait un peu plus de pédagogie à avoir et d'accompagnement, comme tu le soulignais. Voilà. Mais au départ, effectivement, il y a toujours une phase de formation, forcément. Je partage complètement. On a dû vous indiquer, vous allez piquer notre contenu, et nous, vous allez piquer notre job de monteur. En fait, non. C'est un copilote créatif, et c'est la créativité augmentée, clairement. Il y a une question aussi sensible, c'est celle des modèles que vous utilisez et des assets qui servent de source à un entraînement au modèle. Là-dessus, on n'a pas trop détaillé, mais comment vous travaillez chacun. Et puis, il y a cette hégémonie quand même des modèles anglo-saxons, et puis voire asiatiques par ailleurs, notamment sur la transformation de style. Comment on fait pour contourner ces obstacles? Enfin, comment vous avez fait? Alors, nous, on a la possibilité aujourd'hui de travailler vraiment avec nos utilisateurs. On a des paramétrages possibles. On est la base de notre moteur MXT. Il est sur un LLM open source, mais customisé, et sur lequel en fait on s'appuie sur les retours utilisateurs pour
pouvoir le configurer de manière à ce qu'il corresponde à leurs besoins. Comme je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure, identifier des séquences d'une vidéo ou autre. Je vous donne un exemple. On a signé l'année dernière un gros contrat avec un broadcaster américain qui a numérisé 180 000 heures de vidéo. L'idée au départ, c'était de pouvoir en fait identifier ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il n'en avait aucune idée. Et quelles histoires il pouvait raconter en fait grâce à ce contenu. Au début, je suis un peu sauté à la fin, mais au début, l'idée c'était de monétiser ces contenus. C'était de se dire, j'ai des pépites là-dedans parce que j'ai un bureau à Chicago, j'ai des images de Michael Jordan, de Oprah. Au début, on était plus sur de la monétisation. Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des histoires à l'intérieur de ces contenus. Des histoires qui n'avaient peut-être jamais été racontées. Bon, je vous donne un exemple. Il s'est rendu compte qu'en fait, il avait toute une story sur Lady Di à New York. Pour ceux qui ont vu The Crown, ils vont voir de quoi je parle. Ils avaient toute une story sur Lady Di à New York qui va nourrir la nuit qui va aider des SDF dans la rue et qui occupe pardon, le terme n'est pas bon, mais qui en tout cas qui passe ses soirées à aider des sans-abri. Et ça, il n'avait aucune idée qu'il pouvait l'avoir. Et ce qu'il nous a dit, c'est génial, parce qu'en fait, grâce à cette IA, maintenant que je sais comment la modeler, maintenant que je sais ce qu'on va pouvoir chercher, en fait, on est passé de je vais monétiser mes contenus en les vendant. En fait, je vais créer des nouvelles histoires. Et maintenant, on parle plus de publication sur les réseaux sociaux. Et en fait, on découvre du coup une nouvelle forme. J'ai un peu sauté la question, mais on découvre une nouvelle forme de retour sur investissement. Voilà. Je sais pas si c'était sur les modèles que vous utilisez, sur les datasets aussi. Hyper intéressant et passionnant parce qu'en fait, ça dépend des industries. Si on parle d'une solution IA pour des créateurs de contenu, c'est pas très grave si on est powered by ChatGPT ou si les modèles sont entraînés à droite à gauche. Par contre, quand on parle aux professionnels sur des contenus exigeants, des contenus très complexes, là c'est important. Et là, donc tout également, on a une approche de type open source. Dans notre approche multimodale, nous avons donc des modèles d'IA open source adaptés, customisés. Donc leur base d'entraînement, c'est des contenus open source, plus des algorithmes propriétaires. Et sur la partie, tout ce qui est visuel, c'est de l'open source, c'est du propriétaire. Donc, ça reste chez nous. Et notre base en interne de modèle n'entraîne pas les contenus des concurrents ou d'autres. Ça reste vraiment chez nous et sécurisé. Après, pour les dialogues précisément, on utilise en open source le LLM de Llama 3, adapté et personnalisé et complètement intégré chez nous. Tout reste chez nous. Quand on fait une requête, ça n'alimente pas un GAFA ou autre. Et ça, en fait, avec les acteurs avec qui on travaille, c'est contractuellement obligatoire. Voilà, on doit montrer patte blanche. J'imagine que c'est la même chose. C'est parfaitement similaire. Ouais. Voilà, donc pour travailler avec des entreprises exigeantes, il faut montrer toute la traçabilité et que ça doit être. Donc ça, c'est notre approche. Et à ce niveau-là, voilà, c'est carré. Et ce qui fait que aussi, on a la capacité de personnaliser des modèles. C'est-à-dire qu'une marque qui a besoin de créer ses modèles génératifs adaptés pour une marque ou une modèle de voiture, par exemple, on peut à la volée créer des modèles génératifs personnalisés, mais qui sont propres à la marque. Et le tout vraiment en quelques clics. De notre côté, on est très prudent sur ce sujet-là. D'une part parce que, alors déjà nous, on est issus de la production, donc on est là parce qu'on aime le travail des artistes. Il y a eu beaucoup de sujets sur le fait d'entraîner avec le travail de n'importe quel artiste, etc. Donc à la base, ça nous pose un problème. C'est aussi un problème pour des raisons plus pragmatiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux utiliser des modèles en production, si j'ai une IP, je ne veux pas mettre cette IP en danger. Le droit d'auteur, c'est quelque chose qui peut être secondaire pour des chercheurs en machine learning. Pour nous, c'est quelque chose de très, très important. Ceci étant dit, on est très prudent et on a parfois une attitude un peu attentiste parce que sur certains sujets, notamment sur la vidéo, sur la génération de vidéos, il y a un sujet sur lequel où la qualité et la puissance des modèles est directement liée à la taille du dataset. Et donc, il y a aujourd'hui une tension qui n'a pas, pour être très honnête, ça n'a pas été résolu sur le fait que, en réalité, les meilleurs modèles, et notamment des modèles qui sont issus de sociétés chinoises où on a pu entraîner de manière plus libre, mais alors qu'aux États-Unis aussi, on a pu entraîner de manière très libre également, sont les plus performants parce qu'ils ont entraîné sur des films, sur YouTube, etc.,
Et donc, on a cette tension-là où aujourd'hui, si en tant que créateur, je voulais avoir accès au meilleur modèle possible, c'est en contradiction avec le fait de vouloir avoir accès à un modèle qui est totalement respectueux du droit d'auteur et du copyright. Sur ça, on est très prudent. On va observer ce qui se passe sur les prochains mois, mais il est très possible que là, on soit sur une tension qui soit inhérente à l'industrie et qui n'ait pas de solution et de réponse simple. En tout cas, pas dans les prochains mois, pas dans la prochaine année, je pense pas. J'aurais bien continué cette discussion, mais je vois qu'on a atteint l'heure limite, pardon, pas la date, mais l'heure limite de notre conférence. Donc, si vous avez des questions, je vous propose de les poser individuellement à chacun des intervenants. On va les remercier déjà, pour commencer. Et puis, j'en profite pour faire un petit peu d'autopromotion pour dire que les entreprises qui sont présentes dans ce panel font partie de la communauté de Cap Digital, dont je suis le community leader sur la partie industrie culturelle et créative. Et donc, nous, on accompagne sur les dossiers d'innovation de ces entreprises pour aller chercher tantôt du financement, tantôt des partenaires, ces entreprises tout au long de l'année. Et donc, c'est à ce titre-là que j'anime aussi cette conférence. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'hésitez pas à leur poser d'autres questions